le retour totalement inattendu d'un seul joueur, après une traversée du désert absolu, peut provoquer un effondrement psychologique et tactique total chez l'adversaire. Bon, décortiquons ça. Avec plaisir. Et je dirais que pour véritablement saisir l'ampleur de ce bouleversement, le cadre temporel est primordial. Il faut vraiment l'avoir en tête. Ah oui, les dates sont cruciales. On parle de l'attaquant sénégalais Hassan Diao. Les rapports qu'on a sous les yeux indiquent que sa dernière réalisation remontait à, avril 2025. C'est fou. Et sa dernière titularisation, c'était en novembre 2025. Donc le gars n'a pas débuté un match depuis une éternité. Voilà. Et lorsqu'un athlète professionnel subit une série de blessures constantes sur une telle durée, son combat principal, ce n'est plus seulement physique, tu vois. C'est dans la tête. Totalement. Ça devient intimement psychologique. Le monde du foot, il avance à une vitesse folle. Et pendant qu'il enchaîne les séances de rééducation, tout seul, isolé dans une salle de sport, À faire des squats, des étirements. c'est ça, loin du groupe, pendant ce temps-là, son équipe continue d'évoluer, de trouver de nouveaux automatismes, de gagner, de perdre, mais sans lui. La vie continue, quoi. Exactement. Il y a une vraie perte de repères spatiaux sur le terrain, une désynchronisation totale avec le rythme fou de la compétition. Tu sais, pour donner une image concrète de cette angoisse pour ceux qui nous suivent, il faut imaginer un premier violon au sein d'un immense orchestre symphonique. Oh, j'aime bien cette image. Ouais, imagine. Une blessure grave l'oblige à lâcher son instrument pendant 1 an entier. 1 an sans jouer. L'horreur pour un musicien. Grave. Il connaît la musique, il entend ses collègues jouer depuis les coulisses tous les soirs, mais il est terrifié à l'idée que ses propres doigts aient perdu leur mémoire musculaire, tu vois. C'est le doute absolu. Voilà. Et soudainement, bam, sans le moindre concert de chauffe, sans répétition, on le propulse sous la lumière crue des projecteurs pour jouer la partition la plus complexe de la saison. La pression est immense. Mais c'est là que je bloque en fait. Je bloque sur l'approche de son entraîneur, Cesc Fabregas. On est fin mars. Oui, le 22 mars, exactement. C'est le sprint final. Chaque point, chaque petit point est crucial pour décrocher une place européenne. Et là, titulariser un joueur dont le corps et l'esprit d'ailleurs n'ont pas affronté la pression d'un début de match depuis 14 mois. C'est un choix fort. C'est un pari que je trouve presque suicidaire, honnêtement. Pourquoi prendre le risque de saboter une mécanique d'équipe qui semble tourner rond? Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette prise de risque. Sur le papier, c'est effectivement une décision managériale qui va totalement à l'encontre des manuels classiques de prudence, on est d'accord? Bah oui, le bon sens, quoi. La logique voudrait qu'on offre un revenant, 10 ou 15 minutes en fin de rencontre, tranquille. Ouais, quand le score est fait, 3-0. Voilà, quand l'intensité baisse. Cependant, l'analyse comportementale du management de Fabregas suggère ici une utilisation vraiment délibérée de l'élément de surprise. Un coup de poker, en gros. Exactement. L'équipe de Pise avait sans aucun doute préparé toute sa semaine d'entraînement en étudiant les vidéos du 11 titulaire habituel de Como. C'est sûr, avec les datas et tout. En insérant Diao dès la première minute, Fabregas introduit, c'est comme une variable chaotique dans le plan de match adverse. Il mise sur l'adrénaline pure. Cette espèce de fin de ballon accumulée, ouais. C'est ça, accumulé pendant des mois et des mois. Il fait le pari que cette énergie brute, presque animale, va compenser le manque de rythme initial. Ouais, mais l'adrénaline, on le sait, c'est un carburant qui s'épuise vite, très vite. Si le joueur y rate ses 2 premiers contrôles, la frustration prend le dessus instantanément. Ah oui, le doute s'installe. Le public commence à murmurer, tu connais les stades italiens, et l'équipe se retrouve à jouer virtuellement avec un homme en moins. C'est le danger, effectivement. Du coup, Fabregas, il s'en remet totalement à l'instinct de survie de son attaquant. Et le plus troublant dans toute cette histoire, c'est que la réponse ne s'est vraiment pas faire attendre. Oh que non. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il ne s'écoule que 7 petites minutes au chronomètre. 7 minutes et demie. C'est rien du tout. 7 minutes de jeu. Et Diao prouve que ses instincts de prédateur sont complètement intacts. Il va mettre sous pression le défenseur de Pise, Stefano Moreo. Un pressing hyper agressif, ouais. Un truc de fou. Et ce dernier, il craque. Il commet une erreur grossière. Diao récupère le ballon, il arme instantanément une frappe du pied gauche. Sans réfléchir. Bam, il trompe le fond des filets. 1-0. Alors, moi je te demande, faut-il y voir un simple coup de chance ou vraiment l'aboutissement d'une intention tactique bossée à l'entraînement? Ah, ce n'est absolument pas de la chance. Pas du tout. C'est la matérialisation pure et simple de l'intention de Fabregas dont nous parlions juste avant. D'accord, donc c'était voulu. Totalement. L'erreur de Stefano Moreo, elle ne sort pas de nulle part. Elle est provoquée par un pressing d'une intensité que la défense de Pise n'avait pas du tout anticipée en début de match. Il s'attendait à un round d'observation, quoi. Exactement. Un joueur qui est sevré de compétition depuis 1 an, il court souvent beaucoup plus vite, il presse plus fort dans ses toutes premières minutes.
parce qu'il a la dalle, en fait. Voilà, son énergie nerveuse est à son paroxysme. Et d'un point de vue biomécanique, marquer si rapidement, ça a un effet cathartique incroyable. Ah, je l'imagine bien, ouais. La libération. Le mur d'anxiété qui s'est accumulé pendant des centaines de jours de rééducation, il vole en éclats instantanément. Tout le poids sur les épaules qui s'évapore. Le corps se relâche, la rigidité musculaire qui est liée au stress disparaît complètement et ça permet aux joueurs d'entrer dans un état de fluidité totale. Ce qu'on appelle la zone, non? Exactement, la fameuse zone en psychologie du sport. Ouais, ce relâchement mental, c'est fascinant à analyser. Mais il me semble, en lisant les rapports, que la véritable démonstration de force, elle ne réside pas seulement dans ce premier but. Ah, qu'est-ce qui t'a marqué? L'action qui m'interpelle le plus, personnellement, elle survient un peu plus tard, à la 29e minute. Diao s'échappe sur l'aile droite. Oui, la fameuse passe décisive. C'est ça. On pourrait s'attendre à ce qu'un joueur qui vient tout juste de retrouver le chemin des filets, qui est en pleine euphorie, tente de forcer un peu l'exploit individuel. Pour s'offrir un doublé, pour la gloire. Exactement, le mec veut briller. Mais au lieu de ça, il garde la tête haute, très lucide, et il délivre un centre qui est décrit dans nos sources de OneFootball comme millimétré pour Anastasios Douvikas. Et ça fait le break. 2-0. Et voilà. Si on analyse ça sous l'angle du tableau noir, j'aimerais utiliser une petite métaphore pour qu'on visualise bien le truc. Je t'écoute? La structure défensive de Pise ce jour-là, c'est comme une tour de Jenga. Tu vois le jeu avec les blocs en bois? Très bien, oui. Ils ont méticuleusement empilé toutes leurs pièces pour contrer les menaces prévisibles de Como. Ils ont bétonné le truc. Tout à fait. Puis Diao arrive, il retire un seul petit bloc de bois à la base en dédoublant sur cette aile droite, et boum, tout l'édifice s'effondre d'un coup. Comment un seul appel de balle sur le côté peut-il, à ce point-là, désintégrer une défense centrale professionnelle? Cela soulève une question importante concernant la gestion des espaces dans le foot moderne. C'est avant tout un jeu de vases communicants, tu sais. Ouais, on bouche un trou, ça en ouvre un autre. C'est la base. Plus, sachant son état de forme précaire, avait très certainement organisé un bloc bas et hyper compact au centre. Pour garer le bus, comme on dit. Exactement. L'idée, c'est d'interdire l'accès à sa propre surface de réparation. Mais lorsque Diao retrouve subitement sa capacité d'accélération sur l'aile droite, il devient une menace létale. Qu'ils ne peuvent plus ignorer du coup. Impossible de l'ignorer. Donc, l'entraîneur de Pise ordonne, ou subit d'ailleurs, un ajustement tactique d'urgence. Il faut prendre Diao à 2 joueurs pour l'empêcher de repiquer dans l'axe. Une prise à 2 classique. Sauf que, et c'est là que ça coince, ce qui crée inévitablement un déséquilibre majeur dans l'axe. En mobilisant 2 défenseurs sur le couloir pour gérer Diao, Pise dégarnit complètement le centre de sa ligne défensive. Et le mécanisme est implacable derrière. Les défenseurs centraux, voyant leur latéral pris de vitesse, ils sont obligés d'élargir leur positionnement. Il s'étire, quoi. Ils s'étirent pour couvrir ce flanc. Et cet étirement de la ligne défensive, ça ouvre littéralement des portes au milieu de la surface de réparation. Des portes de saloon. Carrément, c'est dans cet espace fraîchement créé, cet intervalle béant qui n'existait même pas 10 minutes plus tôt, que Douvikas s'engouffre. Avec un timing parfait. Un timing parfait pour reprendre le centre. Donc Diao, en tant que passeur, il n'a pas seulement donné le ballon, par sa simple accélération, il a physiquement écartelé l'organisation défensive de Pise. Ouais, on assiste donc à une véritable masterclass de création d'espace. C'est magnifique sur le plan tactique. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, tu vois. Oui, à 2-0, le match est souvent plié. C'est ça, il arrive fréquemment qu'une équipe mène 2-0 et décide de juste gérer son avance, de faire tourner, surtout lorsqu'un petit grain de sable vient enrayer la machine juste avant la mi-temps. Tu parles de la blessure. Exactement. Ce grain de sable, c'est la blessure de Jesús Rodríguez, qui est contraint de quitter le terrain. Fabregas doit s'adapter dans l'urgence absolue et il lance Martin Baturina à sa place. Ce qui n'est jamais évident pour un joueur entrant. Ben non, une substitution imprévue comme ça au cœur du jeu, c'est souvent le moment parfait pour que l'équipe adverse reprenne ses esprits, se réorganise et casse la dynamique. C'est le moment de faiblesse espéré par Pise, oui. Or, que se passe-t-il? La mi-temps est sifflée, on souffle. Et à la 48e minute, donc à peine revenu des vestiaires, c'est ce même Baturina qui inscrit le 3e but. Le coup de massue. Qu'est-ce qui explique cette incapacité flagrante de Pise à capitaliser sur ce changement forcé de Como? Ils auraient dû en profiter. Pour comprendre, il faut vraiment croiser l'analyse tactique avec le contexte statistique et mental de l'équipe de Pise. Ouais, parce que là, il y a un problème. Les sources de OneFootball sont accablantes. Cette formation n'a remporté que 2 victoires depuis le début de la saison. 2 victoires. 2 victoires fin mars. C'est catastrophique. C'est le fond du trou. Nous parlons d'un collectif dont les fondations psychologiques sont en ruine. Ils n'y croient plus, en fait.
Plus du tout. Lorsqu'une équipe subit une telle spirale négative, le discours de l'entraîneur à la mi-temps, en général, il tente de raviver un espoir fragile. Genre, allez les gars, on peut le faire, on lâche rien. Voilà, on demande un ultime effort pour renverser la vapeur. Mais encaisser un troisième but à la 48e minute,